De Jean-Guillaume Bayard chez le docteur Stéphane Attal. Ici, on est à Pontarlier. Pontarlier, une commune du Haut-Doubs qui, il y a 2 ans, s'est vu dépossédée par les événements de la vie de 9 médecins, me semble-t-il, en 2 ans. Certains sont partis exercer en Suisse, d'autres sont partis en retraite et certains sont tombés malades. Docteur Attal, entrez, installez-vous, je vous prie. Merci. Pontarlier s'est retrouvé classé, limite classé en désert médical. Les médecins du secteur qui restaient en poste ne pouvant plus répondre aux demandes de soins auxquelles les gens faisaient recours. Et donc, on nous a demandé de trouver une solution pour venir les épauler, parce que ceux-ci étaient à la limite du burn-out. On pourrait tout simplement demander à des médecins actifs, des médecins retraités, de venir tenir un poste, donner du temps de travail, du temps médical aux Pontisaliens. Et c'est parti de là-dessus. Actuellement, on est 4 à exercer au cabinet éphémère, 2 médecins retraités, 2 médecins actifs, ce qui nous permet d'ouvrir le poste du lundi au vendredi inclus. Au début, les patients étaient fort inquiets en disant qui c'est qui va me suivre, comment je vais être suivi. Et là, on leur a expliqué qu'en fait, au cabinet éphémère, ils avaient la chance d'avoir un médecin avec 4 cerveaux et 8 yeux. Les patients, eux, sont pris en charge intégralement comme si on était leur médecin traitant. La problématique des déserts médicaux est réelle, mais si les gens de terrain, on leur laisse la possibilité de s'organiser, ceux-ci trouvent des solutions. Nicolas Revel, votre opinion sur ces cabinets éphémères? Alors, c'est une expérience, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je la connais parce que j'en avais entendu parler il y a déjà quelques mois. Il se trouve que le hasard des choses fait que j'étais dans le Doubs vendredi dernier. Je n'étais pas à Pontarlier, j'étais à Besançon, mais j'ai rencontré un certain nombre des promoteurs de ce projet, donc j'en mesure tout à fait l'efficacité. Ce qu'ils m'ont dit, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est de dire que ce qui avait fait la force de ce projet, c'était qu'au-delà du caractère éphémère de la solution qui a été trouvée pour répondre à la crise ponctuelle à Pontarlier, il y avait un projet pérenne. Et que ce cabinet éphémère avait vocation à se transformer en un cabinet, je dirais, pérenne, avec de jeunes médecins qui ont prévu de s'y installer et de monter une équipe dans un cadre pluridisciplinaire regroupé. Mais moi, je salue le fait qu'à un moment donné, on puisse avoir cette mobilisation de médecins, parfois à la retraite, qui, à un moment donné, ou en exercice, qui viennent donner un peu de temps médical dans une zone particulièrement difficile. Alors, notre invité nous a rejoint, le docteur Jean-Paul Ortiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du puissant syndicat de médecins, la CSMF. Ces cabinets, c'est une initiative que vous revendiquez? C'est une initiative intéressante. D'ailleurs, le docteur Stéphane Attal est quelqu'un que nous connaissons bien à la CSMF, mais ce n'est pas la seule initiative que des acteurs de terrain s'évertuent à développer lorsqu'il y a un problème d'accès aux soins sur les territoires. Simplement, je demanderai au directeur de la CNAM, facilitez-nous les choses. Vous voyez, par exemple, sur le cabinet éphémère, on a des problématiques sur le médecin traitant et la possibilité d'avoir des médecins correspondants qui sont envoyés par différents médecins. Il y a des problèmes administratifs. C'est vrai que c'est un peu hors réglementation, puisque ce sont des médecins qui tournent sur un seul cabinet. Donc voilà le genre de petites choses qui peuvent gêner le développement de ces initiatives. Mais il y en a d'autres types. Et moi, je me félicite que les acteurs de terrain s'impliquent. Aidons-les. Une réponse La réponse, c'est un peu facile ce que je veux dire, mais comme je vous l'ai dit, j'y étais vendredi. Ouais. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que vendredi, les médecins qui ont été porteurs de ce projet ont plutôt souligné le fait que la caisse primaire avait été précisément sur cette affaire facilitante. Et moi, je crois vraiment qu'en effet, c'est notre rôle. Parfois, il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas transiger, mais on voit bien que pour faciliter l'émergence d'une réponse médicale, il faut parfois savoir être pragmatique. En tout cas, je crois que c'est l'état d'esprit qui doit être le nôtre. Pour le moment, vous êtes consensuel. Cette communauté territoriale de santé que vous souhaitez ouverte jusqu'à 20h, c'est des heures sup? C'est quoi? Vous avez dit ça dans le plan. C'est pas une communauté professionnelle territoriale qui est en soi, c'est pas un cabinet, une communauté professionnelle territoriale de santé. C'est un territoire d'abord, des professionnels de santé qui exercent sur ce territoire, des médecins, mais pas que des médecins, et une idée
qui est de faire que ces médecins, qui n'exercent donc pas dans les mêmes murs d'un même cabinet, mais sur un territoire, partagent ensemble un certain nombre de choses, portent ensemble un certain nombre d'objectifs qui répondent aux besoins de santé de la population. 2 exemples. Se doter de ressources mutualisées pour pouvoir mieux suivre des parcours de soins de patients complexes qui sont difficiles à maintenir à domicile. Il faut souvent consacrer, je dirais, un peu des fonctions administratives, des infirmières qui font du suivi, du lien avec l'ensemble des acteurs. Et puis la question des soins non programmés. Donc c'est de cela dont le président a parlé mardi en évoquant cette cible du 20h. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de se dire que tous les médecins individuellement ont du mal à faire face à la demande de soins non programmés. Bon. Il est, je crois, de l'intérêt de tous de pouvoir organiser à l'échelle d'un territoire une répartition des créneaux horaires sur lesquels chacun va à un moment donné consacrer une part de sa semaine sur un créneau donné à du soin non programmé, de sorte que le patient qui va chercher une consultation sans rendez-vous, avec une certaine urgence, on sache vers qui l'adresser. Et ce planning finalement collectif à l'échelle d'un territoire, il doit permettre de pouvoir recevoir en consultation jusqu'à 20h. Voilà. Et ça, c'est, je dirais, le rôle et la force d'une organisation territoriale. C'est plus difficile, évidemment, de le demander à un médecin seul ou à 2 dans un simple cabinet. Votre commentaire, Paul Ortiz. Aujourd'hui, les médecins, dans l'immense majorité des cas, sont surchargés de travail. Et aujourd'hui, ils ont une activité qui déborde. Donc leur demander plus, c'est compliqué. Ce qu'on peut partager, c'est à l'échelon d'un territoire, une organisation qui permette effectivement d'assurer une continuité des soins. Indiscutablement, il nous faudra bien trouver une solution pour que tout le monde ne prenne pas le mercredi, si tant est que les uns et les autres veuillent prendre un moment de répit dans cette activité débordante dont je parlais. Indiscutablement, il faut s'organiser pour que tout le monde ne parte pas en même temps en vacances, par exemple. Ça se fait déjà dans beaucoup d'endroits. On n'a pas attendu que le président de la République nous demande de nous organiser dans les CPTS. Néanmoins, la raréfaction des médecins dans beaucoup d'endroits nécessite de mieux s'organiser, de mieux se coordonner autour de la continuité des soins, autour de la permanence des soins, en essayant de couvrir de 8h, 20h. Pour moi, c'est un objectif. Ça ne peut pas être, et il faut laisser les acteurs s'organiser, ça ne peut pas être une obligation parce que aujourd'hui, on sait bien que dans beaucoup d'endroits, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais en s'organisant, effectivement, on pourra probablement arriver à mieux répondre. Le président a dit que ces communautés couvrent tout le territoire d'ici le 1er juillet 2021. C'est ambitieux quand même. Oui, c'est ambitieux parce que quel est le constat de départ ? Notre système de santé, on le disait tout à l'heure, il a des forces, il a clairement des faiblesses, celui de l'accès aux soins, de la difficulté d'exercice des médecins de ville, de la surcharge des services hospitaliers. C'est un vrai sujet. Il a posé comme premier élément, je dirais, de diagnostic stratégique le fait que la réponse qui lui semblait prioritaire pour agir sur cet ensemble de facteurs, c'était les soins de ville. C'est l'organisation des soins de ville. C'est ainsi que, en les organisant mieux, on se met en capacité de répondre à la demande de soins. On agit sur les conditions d'exercice des soignants et des médecins. Parce qu'on sait tous depuis longtemps que exercer seul, c'est plus difficile que d'exercer dans des configurations regroupées ou coordonnées. Et puis, on gère mieux le maintien à domicile, on évite des hospitalisations inutiles ou des passages aux urgences. Donc c'est vraiment un élément clé. Et quelque part, pour le syndicat des médecins libéraux que vous représentez, je pense que c'est important d'entendre que la ville doit être accompagnée et reconnue dans le rôle clé qu'elle doit jouer dans la prise en charge. Bon. Mais le constat de départ, c'est quand même qu'aujourd'hui, et quoi qu'on en dise, cette organisation française des soins de ville, elle reste quand même historiquement atomisée et cloisonnée. Et donc il y a, à mon sens, un vrai enjeu d'accélération de cet effort collectif, de cette prise de responsabilité sur lequel rien ne se fera sans les médecins. Évidemment, ça ne va pas être d'en haut, de manière bureaucratique, en imposant les choses qu'on y arrivera. Personne ne pense cela, et ce n'est pas ce qui a été dit. C'est un peu comme ça que ça se présente. Mais de pouvoir dire, on fixe un cap, on fixe un objectif, parce que sinon on peut y être encore dans 10 ans. On peut être d'accord sur fixer un objectif, et on accompagne quand même, parce que ce n'est pas uniquement de dire, allez-y,
Vous savez bien on vous le qu'aujourd'hui- demande, mais on accompagne financièrement. Tout à fait. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la ville souffre d'un déficit d'organisation, et je partage le constat que le président de la République a brossé mardi. Mais aujourd'hui, il faut aider et accompagner la ville à se restructurer et à s'organiser. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, l'exercice isolé est un exercice qui est hérité de l'histoire, bien évidemment. Nous allons de plus en plus vers un exercice regroupé. Regroupé, ça ne veut pas dire tout le monde sous le même toit. Parce que, je le dis et je le redis, les maisons de santé pluriprofessionnelles sont un exemple qui est intéressant dans son fonctionnement, dans son rôle vis-à-vis d'un secteur, d'un territoire, d'une population. Ça ne sera pas l'alpha et l'oméga de la médecine libérale de demain, c'est clair. Donc il faut respecter les organisations de médecins, y compris qui sont aujourd'hui dans leur cabinet de façon isolée. Là où il faut les accompagner, c'est pour qu'ils se coordonnent et qu'ils travaillent avec les autres acteurs du territoire, avec leurs confrères dans le même territoire, de façon à ce qu'effectivement la population soit bien prise en charge. Le discours du président, ça n'est pas qu'un discours d'injonction. J'ai bien entendu qu'il était opposé à la coercition. Ça n'est pas encore moins un discours de coercition. C'est aussi l'annonce d'un accompagnement nouveau. Parce que ces CPTS, qui aujourd'hui existent très peu, quasiment pas, on est tous convaincus que c'est une bonne forme. C'est un objet très nouveau et qui, heureusement, fait l'objet d'un consensus. Mais c'est un objet qui est parti aujourd'hui uniquement par l'implication et le prosélytisme des acteurs les plus mobilisés, sans accompagnement la plupart du temps. Bravo. Bien, mais on va pas avoir le temps d'aborder. C'est dommage. Bah oui, vous viendrez faire une émission sur les CPTS, mais il y a eu pas mal de choses. Si on veut au moins en brosser, il y a certaines. Alors on va passer sur le numerus clausus, qui n'a jamais rien servi pour la désertification. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Certains ont pensé qu'en faisant plein de médecins, on allait lutter contre la désertification. Or, les médecins qui n'ont pas envie de s'installer dans les zones sinistrés, ils ne firont pas plus s'ils sont plus nombreux. Enfin, je pense que ça ne fait pas de mal, mais de toute façon, libérer le numerus clausus ne produit d'effet que dans 10 à 12 années. Et de toute façon, et on sait que nous aurons les 10 à 12 prochaines années seront particulièrement difficiles. Alors, vous avez annoncé une mesure surprenante qui est les 400. Qu'est-ce que c'est que ces 400 médecins généralistes salariés dans les territoires prioritaires dès 2019 ? Alors, c'est un côté Laurence d'Arabie, on vous envoie dans le désert, mais ils viendront d'où, ces médecins-là ? Alors, d'abord, je crois que l'annonce et la mesure la plus forte et la plus structurante dont on va parler après, ce sont les assistants médicaux. On y vient juste après. C'est le financement de ces fameuses communautés professionnelles, les CPTS, dont vous ne voulez pas que nous parlions davantage. On en a parlé, mais c'est donc l'annonce quand même d'un financement pérenne qu'il faudra que nous fixions ensemble dans un cadre conventionnel interprofessionnel, parce que c'est toutes les professions. Et puis, il y a les assistants médicaux qui sont une réponse nouvelle, à mon sens très puissante, qui permettent justement de libérer du temps médical pour ces médecins. On reviendra sur les 400 après. Voilà. Et ça, je dirais, c'est vraiment, ça va avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux médecins, on vous demande de faire plus, on vous demande de couvrir, je dirais, l'amplitude horaire des soins non programmés sur 8 heures, 20 heures, si on n'amène pas aussi une réponse aussi concrète que de leur permettre de se concentrer sur le cœur de métier qui est le leur, l'expertise médicale, le temps soignant. Et ces assistants médicaux, ils ont cette vertu-là. On sait que dans les pays qui ont expérimenté ce type de forme, qui ont adopté ce type de pratique, on arrive à une augmentation du nombre de consultations qui est très significatif. On a été prudent, on a dit 15 à 20%. Alors que dans les autres pays, c'est plutôt 25 à 30%. D'où cette prudence vient à raison d'un assistant ou d'une assistante par médecin. On arrive à 30% à raison d'un pour un. Là, on ne sera pas là. Le modèle, on va essayer de le définir ensemble. C'est vrai que ce qui a été indiqué, c'est qu'il fallait être dans une configuration d'exercice regroupé, parce qu'on veut quand même que les assistants médicaux poussent à cela, parce qu'on sait que c'est quand même la bonne voie. Soyons précis, vous dites que les assistants seront financés auprès de tous les médecins qui en feront la demande. Sous quelles conditions ? Les conditions ont été fixées, elles sont assez claires. Il faut qu'on ait tout simplement plusieurs choses. Un, on va le faire avec des médecins qui sont sous tension, sur lesquels on observe une difficulté d'accès aux soins. Honnêtement, tous les médecins généralistes sont peu ou prou dans cette situation aujourd'hui en France. Le président a ouvert sur les spécialistes. Et je m'en félicite, et nous l'avons demandé avec insistance. J'en suis témoin. Vous avez obtenu gain de cause.
Absolument. Mais on sait qu'il y a des spécialistes sur lesquels, pour le coup, cette nécessité est avérée. Ceux sur lesquels on a des délais de rendez-vous invraisemblables, non pas de la faute du médecin, mais tout simplement parce que voilà, il ne sait pas comment faire autrement. Pas faire plus. Il y a d'autres, excusez-moi, il y a d'autres villes. On est à Paris. Aujourd'hui, trouver un rendez-vous à Paris dans certaines spécialités, ça ne prend pas 6 mois, ça prend 24 ou 48 heures. Donc, ce ne seront pas tous les médecins spécialistes sur tous les territoires. Première chose. Deuxième chose, on veut favoriser l'exercice regroupé. Donc, ça a été dit. On réservera ces assistants médicaux à ceux des médecins qui sont dans un mode d'exercice regroupé. Troisièmement, on leur demandera d'adhérer à la fameuse CPTS, parce que ça n'est pas une logique coercitive, ça doit être une logique incitative, et ce sera donc un des éléments. Et puis, on va demander, évidemment, une contrepartie sur le fait qu'un médecin généraliste, qui pourra faire plus de consultations, en fasse bénéficier plus de patients, et qu'il augmente sa patientèle. Parce que si on a des patients qui aujourd'hui ne trouvent pas de médecin traitant et qu'on amène cette réponse, c'est pour que ces patients sans médecin traitant accèdent à un médecin traitant. Il ne s'agit pas de revoir davantage les patients qu'on a déjà dans sa patientèle. Pour les SP, ça va être d'accélérer, d'avoir une contrepartie sur le fait qu'il y a bien une accélération des délais de rendez-vous. Donc c'est quand même très concret. Et si on est, il a dit, il n'y a pas de limitation de chiffres. Donc si à un moment donné, on en fait pour le besoin identifié répondant à ces conditions, c'est quelque chose de très fort. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat parce que vous aviez déjà fortement débattu de ça avant et que vous étiez d'accord. C'est un projet que nous portons au niveau de la CSMF depuis 2011 et sur lequel, au départ, on était parti sur un côté assistant médical et médico-technique. Et l'idée, c'est d'avoir un nouveau métier qui s'occupe à la fois de l'accueil du secrétariat, mais aussi qui assiste le médecin dans sa consultation. On a déjà quantifié le nombre d'heures de formation, c'est à peu près une année de formation. Avec une VAE, ça sera certainement moins pour une valorisation des acquis de l'expérience, pour les secrétaires médicales collés dans un certain nombre d'endroits, voire des aides-soignantes, puisque c'est le type de positionnement qui pourrait être ouvert au métier actuel. Donc je crois que c'est une innovation qui, d'un point de vue organisation, va nous permettre de prendre en charge beaucoup plus de patients. Et c'est un objectif qu'on se fixe. En tout cas, c'est le pari que nous faisons. C'est une des choses qui vous a fait revenir dans la Convention, c'est ça ? C'était une des perspectives que nous avions. Ça n'est pas rentré directement dans la Convention, puisque maintenant, il va falloir en négocier les contours, le positionnement, comment ça va se passer. Je trouve que c'est intéressant, et l'idée qu'on puisse avoir un accompagnement financier qui soit un booster au départ et qui, au fur et à mesure, dans un modèle économique entrepreneurial libéral que je prône, que cet accompagnement, finalement, se réduise au fil du temps, ça me semble assez logique, parce que il n'est pas logique non plus qu'on reste dans un système pérenne si effectivement on augmente notre productivité. Et là, je parle en tant que médecin libéral. On arrive à la fin de cette première partie. Vous ne m'avez pas répondu sur les 400 parce que... Non, mais les 400, c'est une idée qui permet d'avoir une réponse immédiate dès 2019. Et il s'agit de trouver des médecins qui seront dans un statut hospitalier, parce que c'est à ce vivier-là... c'est de ce vivier dont il est question, et pouvant faire de la médecine générale en ville. Il y en a plein qui veulent pas y aller. Dans des territoires particulièrement sous-denses. Qu'est-ce que vous allez leur faire miroiter pour qu'ils y aillent, étant donné que les jeunes médecins ne veulent pas y aller, que les médecins libéraux ne veulent pas y aller? Oui, mais vous avez des aires médicaux, comme on les appelle, qui ne sont pas tous au cœur de la Lozère. Hein. Non, mais même. Ce qui me trouve quand même, c'est que les déserts médicaux de médecine libérale sont strictement superposables aux déserts médicaux, aux postes hospitaliers vacants par rapport aux déserts médicaux de zones de médecine libérale. La deuxième chose qui me trouble dans cette proposition, et moi j'aimerais qu'on en discute quand même un peu sérieusement, il faudra que vous m'expliquiez le modèle économique. Parce que j'ai vu quelques expériences qui sont portées par les collectivités locales, au tarif où ils le font, et au prix et à l'accompagnement financier qu'ils sont obligés de mettre dans le modèle économique. On fait, nous, en tant que médecins libéraux. Oui, mais si vous voulez... Vous répondez après. D'abord, clairement, la ministre il est prévu qu'à la fin de l'année, précisément, l'ensemble des réponses à ces questions soient apportées sur les modalités, le modèle économique, les conditions. Donc, un peu de patience. Au mieux, si vous voulez que ce soit mis en 2019. Un peu de patience. Mais à un moment donné, quand on a des zones où il est tellement difficile aujourd'hui de trouver un médecin, récuser pour une réponse
qui n'est que 2, même si c'est important, 400 médecins en 10 ans, ça ne peut pas être un modèle universel, ce sur quoi je vous rejoins par ailleurs. Ça me paraît peut-être facile. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, moi je reviens à ce qui est pour moi la mesure la plus forte et la plus structurante dont on a parlé juste avant, et qui quelque part est une vraie réponse pour les Français, qui jusqu'à présent, Jean-Paul Ortiz le sait, était quand même très tenté, avec notamment les élus locaux, d'aller sur les mesures coercitives d'installation forcée. C'est ce que vous allez arriver là. On sait que ça ne marche pas. Hein. On sait que ça ne marche pas, mais on sait que cette tentation, elle est là. Elle est là, oui. Et donc de pouvoir dire, écoutez, arrêtons avec cette idée dont on sait qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'on va être capable à un moment donné de créer du temps médical à partir des médecins qui exercent, qui sont là. Je pense que c'est vraiment la bonne voie. Merci Jean-Paul Ortiz. On voit que les prochains mois vont être animés, que vous le dites dans votre communiqué de presse, la CSMF reste sur ses gardes. Absolument. Bien sûr, le plan santé, Ma santé 2022 contient des éléments intéressants. Mais c'est ce que disent tous ceux qui sont mécontents. Je crois que c'est assez général. Tous ceux qui sont mécontents mais disent... après, il va falloir voir comment ça se décline et comment ça se met en place. Et là... On aura l'occasion d'en rediscuter. Je suis sûr que les discussions risquent de ne pas être toujours très faciles. Mais elles ne sont pas faciles, Jean-Paul Ortiz, mais on essaie quand même de les faire aboutir. Tout à fait. Mais enfin, tous ceux qui critiquent un peu ce plan santé disent les libéraux ont été servis. Donc je suppose qu'on a commencé par vous pour donner une vision plus